ريحوا الله يخليكم. يا جماعة من فضلكم ريحوا. Abdou. Il y a révélation sur son frère magnifique, celle que j'ai. Définitivement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On a l'immense honneur, l'insigne et l'immense honneur aujourd'hui de recevoir avec nos amis de la Fondation du mai 45, de l'instance également, de distinguer invités aujourd'hui dans le cadre de cette commémoration de la Journée nationale de l'étudiant, donc organisée ici dans ce centre de presse, avec, en coordination avec le Moudjahid, entre la Fondation du 8 mai 45 et de Moudjahid. Et cette commémoration nous permet d'honorer la mémoire d'un grand martyr. C'est Monsieur Yvetan, donc Fernand Yvetan, dont on connaît la fin tragique, exécuté par la justice coloniale le 11 février 1957 dans l'enceinte de la prison civile d'Alger à Barberousse et enterré ici bien entendu à Alger. C'est un grand martyr dont il nous plaît d'honorer la mémoire aujourd'hui, et pour cela je vais vous demander de marquer une minute de silence à sa mémoire. Bien, dans le cadre de cette commémoration, nous avons le plaisir de recevoir M. Louis Yvetan, qui est le frère du martyr, Maître Smadja Albert, avocat du martyr, emprisonné d'ailleurs à la même date, M. Phyllis Kolodzi, compagnon du groupe Yvetan, Mme Marini François, M. Tahor Hossein Moudjahid et ami d'Yvetan. Donc, voilà, ce sont l'ensemble de ces invités que nous aurons l'honneur d'écouter, et la parole est à Monsieur le Président de la Fondation. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ربما احتراما لضيوفنا سمحوني نتكلم ربما باللغة الفرنسية. Je remercie d'abord d'ailleurs accueilli avec un grand émoi nos amis venus de France qui nous ont fait un rappel de mémoire sur lequel nous avons un devoir de mémoire de notre part. Je remercie également le centre de presse de Moudjahid qui nous ont accueillis. Je m'excuse pour cet anachronisme qui m'a été posé par la presse qui s'est interrogée quel était le rapport entre Yvetan et le 19 mars. Donc c'est clair, nous saisissons en tant que fondation, nous saisissons toutes les occasions, toutes les stations historiques pour parler d'un martyr ou de quelqu'un qui s'est donné pour que cette Algérie soit libre. Je ne vais pas m'étaler sur la vie de Yvetan puisque, comme on dit chez nous, puisque nos amis sont là, ceux qui ont vécu l'événement, ceux qui ont été à côté de ce grand martyr, à qui on doit révérence, on doit honneur. On va essayer, et je conseille tous ceux qui vont me succéder d'être très court et de laisser la parole à nos invités. On a envie d'écouter beaucoup plus
que de parler. Donc je ne vais pas me tarder, je passe probablement la parole à qui, si vous gérez. Non, c'est à Medjid. À qui vous donnez maintenant la parole? Voilà, donc je passe directement, comme nous avons perdu 1 heure à cause de la circulation et le reste, donc je donnerai la parole directement à Maître Smadja, qui commencera à nous relater un petit peu cette époque. Merci. Bien, mesdames, messieurs, je suis très, très honoré de votre invitation et d'un accueil auquel je dois dire, je ne m'attendais pas vraiment. J'étais venu en Algérie où j'avais déserté en quelque sorte pendant longtemps, après être venu à différentes reprises après l'indépendance, mais les circonstances personnelles notamment ne m'avaient pas permis de revenir ici depuis 35 ans. J'ai donc trouvé un pays très, très changé, mais je dois dire que l'accueil qui m'a été réservé à la fois m'a surpris et a dépassé tout ce que je pouvais imaginer. Alors, je suis là pourquoi aujourd'hui? Peut-être pour vous parler de Ferdinand Yveton, que j'ai connu avant son arrestation en novembre 1956, que j'ai accompagné pendant toute sa détention et jusqu'au pied de l'échafaud ce 11 février 1957, où malgré tous les efforts que nous avions tentés, mes autres confrères et amis avocats qui aujourd'hui ne sont plus là, qui étaient plus âgés que moi et qui sont décédés, il s'agisse de John Nordman, qui nous avait accompagnés chez le président de la République pour tenter d'obtenir une dernière fois la grâce. Et je suis à votre disposition pour vous parler de ce qui s'est passé à ce moment-là. J'en ai assez longuement parlé hier à l'occasion d'une réunion avec des étudiants, car il est important que la mémoire de ces faits soit transmise par les plus jeunes, car près de 50 ans après l'indépendance et près de 60 ans après les événements qui nous concernent, la mémoire de tous ceux qui ont été guillotinés dans des conditions abominables soit maintenue dans votre pays, puis aussi sans doute en France, où on a beaucoup oublié ces choses-là, parce qu'il s'est passé bien des événements depuis, et que la guerre d'Algérie apparaît aux jeunes Français comme un événement ancien. Ils ont tourné la page, et il faut aussi là-bas que nous qui sommes les derniers survivants et qui disparaîtront dans un avenir plus ou moins proche, puissions une fois de plus dire ce qui s'est passé, souligner l'absurdité de cette guerre due à l'incapacité des gouvernants français à comprendre que la colonisation, qui n'avait d'ailleurs jamais été sympathique, était terminée depuis fort longtemps, et il a fallu 8 ans de guerre, des souffrances infinies, des centaines de milliers de morts, des exécutions totalement inutiles pour aboutir enfin à l'indépendance de l'Algérie, ce qu'on aurait pu faire des années auparavant si ceux qui gouvernaient la France à ce moment-là avaient eu l'intelligence politique de comprendre que le temps de la colonisation avait pris fin. Alors, je préférerais, plutôt que de raconter une fois de plus ce qui s'est passé, répondre aux questions que vous pourriez poser. Je suis à votre disposition pour y répondre aussitôt. Merci.
Un grand merci, maître, donc pour cette intervention qui nous émeut en fait. Bon, nous sommes extrêmement émus d'abord honorés par votre présence et émus par ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est une page tragique de l'histoire de ce pays-là. Et aujourd'hui, vous en êtes des témoins privilégiés. Et nous vous écoutons avec énormément d'émotion et d'attention. Donc, on va peut-être passer la parole à Maître Ben Braham. Elle a quelque chose à dire, donc en témoignage. Je vous remercie. Tout d'abord, je tiens à remercier Maître Smadja et Maître Marini pour leur présence parmi nous. Évidemment, un témoin qui m'est très très précieux, c'est-à-dire notre frère Yveton, parce que c'est ainsi que j'ai toujours appelé Fernand, notre frère, et donc je peux vous dire qu'aujourd'hui vous êtes dans votre famille, vous êtes parmi vos frères et parmi vos sœurs. Je suis, comme vous le savez, la présidente de l'instance algérienne de lutte contre la pensée coloniale. Nous autres avocats, nous avons effectivement des dossiers à traiter, mais nous avons également l'histoire en mémoire et nous avons les exploits héroïques de nos pères que nous ne pourrons jamais laisser au hasard ni à l'oubli. Et je suis heureuse de rencontrer Maître Marini qui, en France, fait exactement le même travail que moi. À l'époque, Maître Smadja pourrait vous dire que les gens qui venaient de France pour défendre les Algériens avaient créé un pont aérien de défense du FLN. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais saisir cette occasion pour dire qu'il est temps de créer un autre point, un pont tout aussi important, mais pour l'écriture de l'histoire juste. L'histoire avec ses faits et avec ses lois. Je dis également que je suis heureuse d'avoir, mais alors par un hasard extraordinaire, et Dieu fait si bien les choses, je voyais mon patron, Maître Zertal, passer dans la rue, et je l'ai saisi, parce que Maître Zertal était l'avocat de Ahmed Zabana, et le troisième condamné à mort était donc Yveton Fernand, et c'est Maître Smadja. Et Dieu a voulu que depuis 57, je pense, ils ne se sont plus revus, et ils viennent de se rencontrer à l'instant même devant la porte du forum du Moudjahid. Et j'ai été heureuse parce que c'est leurs élèves qui les ont fait rencontrer, ce qui veut dire que le pont continue et il continuera même après nous, même après Maître Marini, même après Maître Ben Braham. D'autres générations d'avocats seront là pour porter la parole. Je voudrais également revenir sur deux petits points. Comment sommes-nous arrivés, et je voudrais que les choses soient très claires, vous connaissez ma franchise, vous connaissez mon honnêteté vis-à-vis de l'histoire. Comment on est arrivé à Yveton? Je ne connaissais pas Yveton. J'ai eu tout simplement cette liste du ministère de la Justice. Nous l'avons volée, on ne nous l'a pas donnée. Comme toujours, mon cher confrère, c'est vrai que je remercie tous mes confrères qui sont présents ici. J'ai volé cette pièce du ministère de la Justice. C'est une pièce qui est très simple. On aurait dû la voir tous. Mais c'est la liste des condamnés à mort exécutés pendant la Révolution de 54 à 62. En fait, c'est de 56 à 62. Il n'y a pas eu d'exécution avant 54. À Alger, prison civile de Barberousse. Cette liste, c'est la liste de Barberousse. Et je vois ici, en quatrième position, Zabana et Faraj ont été exécutés le même jour. Donc c'est une exécution qui était tout à fait illégale parce qu'on ne pouvait pas exécuter deux personnes le même jour. Ça s'est fait. Il y a actuellement un film qui est en train de se faire. Nous avons fait plusieurs conférences dans ce forum et je pense que les Algériens connaissent l'histoire. Le troisième, qui en fait est la deuxième exécution, c'est Tifroun Mohamed. Et le troisième, Yveton Fernand. J'ai essayé de voir s'il y en avait d'autres et je n'ai trouvé qu'un seul Français. J'ai commencé à m'intéresser à la question. Oui, on va revenir à ça. On va revenir à l'appellation que nous avons arrêtée par la suite, s'il te plaît. Donc, j'ai voulu m'intéresser à son cas. Et lorsque j'ai consulté les premiers registres, j'ai trouvé que ce monsieur
était enterré à El Alia, au cimetière d'El Alia. J'ai été surprise, ceci en 2001. Je suis allée vers les registres d'El Alia et c'était un grand silence parce que les gens ne savaient pas s'il était encore dans sa tombe ou s'il ne l'était pas. Renseignement sur renseignement, je suis allée à la prison, au cimetière chrétien et j'ai consulté les registres. Et là, j'ai été surprise de retrouver Fernand Yveton dans une tombe et je suis allée vers cette tombe et j'ai identifié Fernand Yveton et j'étais sûre que Fernand Yveton était enterré là. Alors la grosse question qui s'est posée, pourquoi le 11 février, il a été enterré à l'Alia, on ne retrouve plus sa trace et 3 mois après, on le retrouve à la prison au cimetière chrétien de Boulourine. C'est une très grosse interrogation, n'est-ce pas, maître? Je pense que vous avez peut-être une idée sur la question, je ne sais pas. Toujours été... Pardon, laisse-moi finir, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, j'ai été vérifier les registres même de l'enterrement. Et il y avait un décalage de 3 mois. Nous n'avons pu savoir exactement ce qui s'était passé que lorsque Yvette Maillot nous a donné la vérité sur cette question. Ne t'impatiente pas, j'ai une mémoire d'éléphant, t'inquiète pas. Donc, en 2004, j'ai commencé à partir de 2001, je faisais régulièrement ma visite au cimetière, je déposais mon petit bouquet de fleurs toute seule et j'allais à la guillotine et je faisais une prière près de la guillotine. Jusqu'au jour où un monsieur est allé donc vers le cimetière et on lui a dit, il y a une avocate qui vient régulièrement, c'est Maître Ben Braham, c'est Tahar, vient dans mon cabinet, il me met un petit mot sous ma porte et à partir de là, nous avons pris pour habitude d'aller tous les deux en se prenant par la main et le groupe a commencé à grossir. En 2005, lorsque nous avons créé l'instance algérienne de lutte contre la pensée coloniale, nous avons créé une commission qui s'occupait justement de ces personnes et qui s'occupait de leurs droits et de leur histoire. Voilà grosso modo comment les choses ont débuté et comment aujourd'hui c'est devenu une habitude et une très belle habitude. Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter tout simplement à ça, c'est le fait historique, comment on en est arrivé là. Aujourd'hui, je suis ravie parce que moi, en tant qu'avocat, j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de comprendre. J'ai énormément de questions à poser et donc, aujourd'hui, je me retrouve entre deux acteurs d'une très grande importance pour l'histoire des condamnés à mort et de l'exécution des sentences criminelles en Algérie par le tribunal pénal des forces armées, donc Maître Smadja et donc Monsieur Yveton, et j'ai soif qu'on me réponde à certaines questions pour écrire objectivement l'histoire. C'est pourquoi je les remercie et je ne saurais jamais les remercier en mon nom personnel, au nom de la défense et au nom de l'instance algérienne de lutte contre la pensée coloniale que je préside avec un très grand nombre de personnes qui sont présentes dans cette salle. Je vous remercie. Je voulais rappeler quelque chose à notre aîné. Je voudrais vous montrer cette photo. Qui se rappelle de cet homme? Moi, d'abord. Vous d'abord. N'est-ce pas? Eh bien, presque toutes les condamnations à mort ont été refusées par cet homme qui était le président de la République française, mais, comble de la chose, qui était avocat. Qu'il a été, il a été avocat. Si peu, mais il a été homme de Rome. Donc cette photo rappelle beaucoup de choses à Maître Smadja. Et ma première question, Maître Smadja, si vous me permettez. Pardon, on va continuer les interventions. Ensuite, on va ouvrir le débat. Alors, on voudrait passer la parole à M. Louis Yveton, qui est frère du Morsi. Non, vous ne voulez pas intervenir? Juste un mot. Non. بالعقل دوك نفتحوا النقاش معنا. Oui. On va continuer les interventions. Alors, Monsieur Félix Kolodzi est là. Non, il y a 5 minutes d'intervention pour chaque personne, on va dans le rôle.
Vous voulez qu'on ouvre le débat directement? Même si c'est l'anniversaire du 19 juillet, Oui, non, c'est Yveton. C'est le, la, le programme la rencontre est à la mémoire du martyr Fernand Yveton. Elle n'est pas. Allez, on va ouvrir le débat et la parole est à celle ou celui qui la demande. Allez-y, madame. Pardon. Oui? Allez-y, allez-y. S'il vous plaît, Dis-le le micro, j'ai été... Attendez, Est-ce que je peux parler? Attendez, une seconde, madame. Une seconde. Ah, on peut pas. Bon, je garde tout. Chers consoeurs, mais je vous remercie infiniment de vos éclaircissements. Et pendant que vous faisiez vos recherches en Algérie, moi je faisais les miennes en France. Donc on se connaissait pas, on suivait tous les deux un chemin comparable. Et au début, j'étais sur un travail un peu historique. Et j'ai terminé sur un terrain affectif. C'est-à-dire que je suis tombé en émoi, je dois dire, et je suis toujours ému quand j'en parle, de cette affaire Yveton qui m'a saisi par l'effroyable tragédie qu'elle représentait. Et j'ai voulu venir ici sur la terre algérienne pour comprendre un certain nombre de choses, voir un certain nombre de lieux douloureux, mais nécessaires à la bonne compréhension du dossier. Alors, j'ai dans cette recherche retrouvé notre ami Louis Yveton, frère de Fernand, qui est ici, et que vous avez voulu inviter à dire quelques mots, et qui, je crois, est très ému pour le faire. Mais Louis, je vous demande de venir là. Faites-moi plaisir. Non, donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Voilà. Je veux qu'il soit là. Parce que l'histoire me l'a fait rencontrer. Je connaissais pas Fernand, évidemment, mais son frère est tellement généreux, tellement formidable, tellement affectueux. Et pour lui, c'était une telle douleur de parler de tout cela. Il a accepté de venir. Au début, il voulait pas, puis je l'ai un petit peu forcé. Il a fini par accepter, voyez-vous. Et voilà, c'est lui aujourd'hui qu'il faut célébrer. Si. Parce que, grâce à vous, il y a tout ce monde qui est là aujourd'hui. Quand on est parti, on se disait, mais dans ma tête, je me disais, est-ce que on va y aller, mais est-ce que finalement Yveton, beaucoup de gens s'intéressent à Yveton en Algérie. J'ai été extraordinairement surpris et évidemment très agréablement de voir que la mémoire de votre frère est tellement entretenue ici. Ça, je crois que vous le saviez pas. Non. Hein, je le savais pas, ça. Donc voilà. Donc ça, c'est très important parce que vous prenez conscience de toute la dimension de ce qu'a été votre frère. Voilà. Vous voulez dire un petit mot, non? Non, il veut pas. Voilà. J'ai une question à vous poser. Madame, là, on travaille dans l'ordre. Bon, on va ouvrir le débat. Et madame voulait poser une question. J'étais, s'il vous plaît, Non, il y a un métal qui va intervenir 5 minutes. Non, خليهم من بعد معلش هم. Vous voulez ouvrir le débat? On va ouvrir le débat. Allez-y. تفضلي madame. j'ai été très agréablement surprise qu'enfin, cette histoire occultée depuis 62 se manifeste aujourd'hui et qu'enfin, on commémore la mémoire d'Européens, d'Algériens d'origine européenne, aujourd'hui, en célébrant la mémoire de Yveton. Mais j'ai été, hélas, désolée qu'on fasse de l'amalgame. Madame, vous qui apportez l'histoire dans votre cœur, j'imagine, puisque vous vous y intéressez, vous auriez dû d'abord, puisque vous êtes avocat, savoir qu'on a toujours assassiné 2 personnes en même temps. C'est pas Habana. Bon, j'apporte cette précision. Deuxièmement, les Algériens d'origine européenne ont été arrêtés. Je suis arrivée en prison en novembre 56. Il y avait déjà à la prison d'Oran une dizaine de femmes européennes. Gabi Jiménez, Léfi Laribert, Madame Martini, Paton Bory,
Enfin, elles étaient une dizaine, je ne vais pas toutes les citer. Carmona, Joséphine Carbona. Et j'ai été très surprise de découvrir, moi, militante du FLN, qu'il y avait des Européennes, alors que j'avais à mes côtés des Européennes d'origine algérienne, Evelyne Lavalette, qui vit toujours en Algérie, Denise Pla, à Médéa, non, à Médéa, elle a changé de Médéa, elle est à Médéa maintenant, Denise Pla, qui était française, ses parents, c'est elle qui a hébergé Hadj Ben Allah et moi-même. Enfin, on pense aux Européens. Quant aux avocats, je suis surprise que Maître Poppy ne soit pas cité, que Maître Garrigue, Pierre Garrigue, qui accueillait Gisèle Halimi, c'est elle qui en a parlé la première dans son livre. Il est dans la salle des avocats au tribunal, mais il n'y a pas une rue qui honore ces personnes. Maître Tuvni, qui a été tué par l'armée rouge au Maroc. Bon, tout ce monde-là, vous avez fait des recherches pour les découvrir. Mais le peuple algérien, les jeunes Algériens, est-ce qu'on fait un effort? Est-ce qu'on a essayé de recenser d'abord les Européens, algériens, mais les Algériens, les étudiants, puisqu'on parle du 19 mai aujourd'hui en second plan? Je suis désolée d'insister sur le fait que des millions de jeunes, lycéens, collégiens, filles et garçons, étudiants de France, d'Algérie, des pays arabes, sont morts au maquis. Alors, ne faisons pas d'amalgame. Moi, ici, j'ai pris la parole il y a 2 ans. Monsieur Abed m'a invité à prendre la parole un 19 mai. Pourquoi ne respecte-t-on pas les dates? Le 11 février, on aurait dû célébrer la mémoire de Difton. Et pas le 19 mai. Je suis désolée, ça me choque. Et je vous le dis. Merci bien. Non, écoutez, s'il vous plaît, Troldina. Madame. Non, Treka, parce qu'elle interpelle la fondation à ce niveau et c'est le droit de réponse. Oui, madame. Non, madame. Non, écoutez, pas de polémique, s'il vous plaît. On a l'impression en Algérie qu'il y a un anachronisme, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux dates. Je pense que ce n'est pas un texte de loi qui a décrété que le 19 soit uniquement réservé à la date des étudiants. Ni le 8 mai. Est-ce qu'on peut parler de l'émir Abdelkader le 8 mai? Oui. Est-ce qu'on peut... Le 8 mai, pour vous rappeler que la fondation du 8 mai 45, pourquoi elle a préféré ce nom? Ce n'est qu'un phare. Le 8 mai est un phare, est une station dans l'histoire. Mais la fondation s'intéresse à l'histoire de ce peuple depuis sa naissance. Nous avons même défendu les Indiens d'Amérique contre l'invasion de Christophe Colomb. Si vous vous rappelez, en 92, à l'époque où Sibachir Boumaza était vivant. On avait dit que les massacres n'ont pas commencé le 8 mai 45. Là, c'est juste un rappel. Nous avons saisi, et je l'ai dit tout à l'heure, l'occasion de la venue de nos amis de France. Donc ça, l'occasion ne se répète pas comme ça. C'est une occasion. Le 19 mars est une date symbolique. Ceci ne nous interdit pas de parler d'un monsieur qui a été, d'un martyr qui a été injustement jugé et qui a été guillotiné. Moi, je pense que là, il n'y a pas de règle ni dans l'histoire, ni dans la jurisprudence, ni ailleurs. Donc, c'est un choix de la Fondation et on continuera à travailler dans ce sens. Merci, madame. Pour ajouter un peu de l'eau au moulin de notre ami, je vous précise, madame, puisque vous êtes une fidèle de ce centre de presse-là, et M. Abed est là pour le confirmer, qu'avec l'association Msha'al Shahid, nous avons régulièrement des rencontres dans ce centre de presse qui célèbrent la mémoire des héros, des martyrs. Et on ne choisit pas une date. La page est ouverte en permanence. Ici, dans ce centre de presse, quand il y a une opportunité, on la saisit. M. Abed est là avec moi pour confirmer cela. Nous célébrons la mémoire de tous nos martyrs et il n'y a pas de date précise. L'histoire de ce pays-là est ouverte à
à longueur d'année, n'est-ce pas? Voilà. Allez-y. Bonsoir. Je voulais juste rappeler à la dame que chaque 11 février, nous commémorons la mort de Fernand Yvetot. C'est bien. Comme on le fait pour le 5 juin aussi, date de la mort de Maillot. Ce sera dans 2 semaines. Donc, cette initiative est une initiative citoyenne. C'est les gens de Medania, du quartier, qui le font chaque année. Et ça a commencé, comme l'a raconté Maître Bambrahan, par une petite visite à chaque fois au niveau. Et ça a fait boule de neige. Et chaque 11 février, il y a des articles qui sont publiés, par moi-même d'abord, je le fais souvent, par fidélité à ces héros, à leur mémoire. Je publie des articles sur Laban, Maillot, Yvetot, et je crois que ça commence à faire de l'effet, heureusement, et c'est pour cela qu'on est là aussi à célébrer la mémoire d'Yvetot. Ce qui est déplorable par contre, c'est que de tous ces Algériens d'origine européenne, il y a qu'Audin qui a le nom d'une place, malheureusement. Bon, Yvetot, il a une petite ruelle qui a été baptisée dans des conditions un petit peu obscures, que je raconte dans mon article sur le Watan et sur le soir. Ce qui est important, c'est de donner d'abord de noms d'institutions ou de lycées à ces gens-là d'abord, à ces héros. Et c'est vrai, notre jeunesse ne connaît rien de ce volet de l'histoire qui est très important. Parce que n'oublions pas que ces gens-là, leur mérite est double. Parce qu'ils étaient citoyens français, n'oublions pas. Ils se sont engagés par conviction, par idéologie. Ils l'ont fait alors qu'ils n'étaient pas opprimés. Oui. Donc c'est ça le plus important. Et l'hommage doit être double. On doit leur rendre un vibrant bras, ne serait-ce que pour ces considérations d'abord. Et puis n'oublions pas, quand ils sont arrêtés, on leur appliquait la double peine en termes de torture et de peine pénale. Parce qu'ils étaient considérés traîtres, entre guillemets, par le système colonial. Et aller à contre-courant de cette pensée, c'était pas évident. Parce que même, je dirais, même les pays noirs étaient victimes du système colonialiste. On leur a fait croire qu'ils étaient supérieurs, qu'ils avaient plus de droits. Et aller à contre-courant de ça, c'était pas évident pour eux. Et voilà, donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est rendre hommage à Yvetot chaque fois comme ça, chaque 11 février, 5 mai. Bon, on a commencé par Yvetot Maillot, c'était nos voisins, on cernit mieux les personnages, mais j'aurais souhaité extrapoler ça à d'autres martyrs. Mais ce qui est important, c'est d'abord se battre pour donner une reconnaissance pérenne à travers le nom d'un lycée. On connaît mieux Audin qu'Yvetot. Pourquoi? Parce qu'il a une place. Il n'a pas plus de mérite ou autre, mais parce qu'il a une place qui porte son nom. Ça, c'est l'appel de la Fondation. J'espère que vous l'avez lu. Oui, C'est ce qu'on veut sortir avec une journée comme ça. On ne se contente pas au sein de la Fondation de faire une rencontre tout simplement de mémoire. Ouais, voilà. C'est bien que كما يقول المثل كما يقول في ديننا احنا ذكرى تنفع المؤمنين. Le rappel est bien fait pour les croyants. Elle interpelle les Et consciences, voilà, c'est tout. Voilà l'appel auquel nous souhaitons Voilà. donner à la presse pour qu'il soit entendu par ceux qui détiennent cette clé. D'accord? Je vous cite Pour Maillot. résumer, pour ne pas... Maillot qui est de Solambier. Les jeunes de Solambier ne connaissent pas Maillot. Parce qu'il n'y a aucune rue qui porte son nom. Et ils confondent l'hôpital Maillot, qui est un homonyme. C'est un n'a rien à voir colonel avec militaire de Écoutez, 1830. écoutez, on a Alors qu'il y a parlé des de ça, victimes de guerre. mais si on reste... Je m'excuse, c'est bon. on parle, voilà. Appel. السلام عليكم بودينا تفضل جيب أعطي الوقت هو البلد أعطي بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. C'est vrai, comme nous l'a fait remarquer, c'est une journée consacrée à Yvetot. Tout à fait. Et on ne doit parler que d'Yvetot.
Et dans ce parterre, rempli de personnes et de personnalités importantes, vous avez parmi vous les anciens condamnés à mort. Et on ne va pas être frustré et participer sans intervenir. Pour profiter de cette occasion, j'ai eu le plaisir de recevoir la délégation qui est venue de France, composée d'avocats et de la famille de notre frère Yveton. Et nous avons discuté du passé, du présent et surtout de l'avenir. Parce que si Yveton nous réunit, qui est Yveton? Yveton représentait une force parmi les Français. Et ces Français qui ont opté pour soutenir notre cause, qui sont morts pour notre indépendance. Yveton, avant de mourir, a déclaré son algérianité. Il n'est pas mort en français, parce que la France coloniale lui faisait honte. Et beaucoup de Français se sont sacrifiés pour notre indépendance. Ces Français ont engendré une génération. Et nous-mêmes, la génération qui a libéré le pays, on a engendré aussi une génération. Et ces deux générations, c'est la position de notre association, de tous les condamnés à mort algériens. Ces générations, nous devons militer pour qu'ils établissent un pont d'amitié entre le peuple français et le peuple algérien. Parce que qui peut parler d'amitié entre les deux peuples? Sinon, ces Français qui ont lutté, qui ont pris position contre la France coloniale. Les anticolonialistes, ces Français, on les appelait à l'époque. Ces Français nous ont soutenus. Je ne parle pas uniquement d'Yveton, de Maillot ou d'Audin. Sont nombreux ces Français. Le réseau Johnson, il y a les insoumis, il y a les intellectuels et les personnalités politiques en France qui ont soutenu notre cause, qui nous ont abrités, qui nous ont aidés financièrement, qui nous ont cachés lorsqu'on était persécutés par la police française. Tous ces Français, aujourd'hui, quand on envoie un Kouchner parler, nous dire son impatience de voir la génération qui a libéré l'Algérie de partir, pour qu'il puisse facilement avoir dans sa poche les nouvelles générations, on lui dit à M. Kouchner qu'il se trompe. La génération qui a libéré le pays a engendré une génération qui est capable de faire mieux que la génération qui a libéré le pays. Et en France aussi, ceux qui nous ont aidés, ceux qui ont déclaré, ceux qui ont réellement représenté les valeurs de la France, de la Révolution française, ce sont ces Français qui nous ont soutenus. Il y a les insoumis, il y a le réseau Johnson, il y a les personnalités intellectuelles en France. Et ces générations aujourd'hui, c'est ensemble qu'on peut réagir contre le discours de Kouchner. C'est ensemble qu'on peut dire à Kouchner, la nostalgie de l'Algérie française, c'est fini. La France coloniale, si elle veut réveiller ses démons, eh bien, ces démons ne seront pas opérationnels et ne permettront pas, et ne pourront pas couper le pont et le lien entre ces générations, ces nouvelles générations de France et les nouvelles générations dans notre pays. Voilà ce que je voulais, ce que je veux projeter et ce que je veux discuter avec nos invités qui seront les invités de notre association demain au siège de l'association en présence de ces nouvelles générations que seront les étudiants et les lycéens qui seront présents au siège de notre association. Et parler d'Yveton, moi je pourrais vous dire, c'est un homme qui est mort pour notre pays, c'est un héros de l'Algérie combattante, mais c'est un digne fils de l'Algérie indépendante que nous respectons,
que nous, c'est notre affaire, et notre association, à tous les droits, sur tous les condamnés à mort exécutés. Nous avons la liste de tous les condamnés à mort. Condamnés à mort, exécutés, rescapés de la guillotine et décédés après l'indépendance. Et vivants encore. La liste se trouve au siège. Celui qui veut la consulter, et bientôt elle sera inscrite sur une tablette en marbre, en lettres d'or. Et le nom de notre frère Yveton et tant d'autres seront inscrits. Nous ne faisons pas de différence, on ne dit pas les Français et les Anglais. Tous ceux qui sont trouvés du bon côté pendant notre guerre de libération sont tous des Français. Et ces Français, cette génération, je vous rappelle, ce lien n'a pas existé uniquement depuis notre révolution. Rappelons-nous, et je rappelle à notre délégation, que des dizaines de milliers d'Algériens sont morts pour libérer la France de l'occupation nazie. Et ce sont ces générations, cette descendance des Algériens qui sont morts pour la France, pour la libération de la France, les Français qui ont déclaré leur ingéniosité, qui sont devenus nos frères, c'est avec cela qu'on doit parler de l'avenir. Voilà ce que je voulais résumer. Et je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai un poème, je vous le lirai demain sur notre frère Yveton. S'il vous plaît, avant de donner la parole, moi je voudrais apporter quelques précisions. Siboudina, je pense qu'il a beaucoup plus politisé la chose que parler d'Yveton, il faut dire la vérité. Maintenant, on souhaite qu'on reste dans ce cadre d'abord. Pourquoi on a organisé cette journée? C'est pour gagner, pour écouter le plus possible de choses sur ce martyr d'abord. Ensuite, il faut rester dans ce cadre. Ensuite, moi, je vais essayer de faire un rappel de mémoire. S'il vous plaît. Je vais le dire, si vous voulez politiser la chose. Moi, je suis né après l'indépendance, je n'ai rien à voir avec les problèmes de guerre. Et nous avons tous les droits de poser les questions qu'on veut en tant que génération, une nouvelle génération. Nous ne prenons pas monnaie courante pour tout ce qu'on nous dit. Donc l'histoire est à refaire. Une. Deux, il faut rappeler à la génération, cette génération, que tous les martyrs, tous ceux qui sont morts pour ce pays depuis 1830 à 62, qu'ils soient de n'importe quelle ethnie, l'essentiel qu'il a défendu cette terre et cette nation n'appartient à personne. Il appartient à la mémoire. Et nous avons tous le droit d'en parler. Il n'y a pas de monopole. Il n'y a pas de monopole de la mémoire. Ni la Fondation du mai 45, ni Michel Cheïd, ni aucune association. L'essentiel, c'est qu'on puisse converger nos efforts pour un seul message. Et je pense que nous tâtonnons. Il faudrait revoir notre stratégie. Il faudrait qu'on fasse œuvre utile de toute cette mémoire. À vous la parole. Il y avait quelqu'un qui voulait... Vas-y. Je voudrais d'abord remercier la famille du Moudjahid Yveton. Et je rends hommage, un très grand hommage, à ces Moudjahidines morts pour l'Algérie. C'est vrai, je viens d'entendre que ces Moudjahidines, leur nom doit rester gravé dans nos rues, dans nos institutions. Et ça m'a vraiment fait plaisir et j'étais vraiment ravi de voir la famille de monsieur du Moudjahid, du grand Moudjahid Yveton, comme ses frères morts pour l'Algérie. Maintenant, moi je suis dans les pompes funèbres. Je suis assistant du DG, responsable des pompes funèbres, puisque je vous rassure que ces Moudjahidines sont bien entretenus,
leurs tombes sont propres. Dernièrement, c'est moi-même et la délégation des Moudjahidines. Allah yatawal fi amr li bqa, wallah yarham shuhada. Le 11 février, chaque 11 février, on pose la gerbe de fleurs. D'ailleurs, dernièrement, c'est moi et les Moudjahidines, les grands, donc le condamné à mort. On a déposé la gerbe de fleurs sur Iftan. C'est vrai, Iftan, on doit parler de lui. On doit parler de ce qu'il a fait. Moi, j'étais jeune. Bon, j'ai mes parents qui sont morts pour l'Algérie. Allah yarham shuhada. Mais Iftan, j'ai lu quelques documents sur Iftan. Il faut qu'on le rappelle. C'est notre frère, c'est notre Moudjahid. Il a été près des Moudjahid, ses frères Moudjahidines, qui sont tombés au champ d'honneur. Il a été lâchement assassiné. C'est dommage. C'est dommage. Allah yarhamou, wallah yarhamou salih. Voilà ce que j'ai à dire. Oui, allez-y, تفضل. Comment? Oui, je connais. تفضل. Présente-toi. Voilà, je suis un ancien détenu, non condamné. J'aurais pu être condamné à mort, puisque toute les 5 années de détention n'ont pas fait l'objet d'un jugement, vu la gravité du dossier. Bref, ce sont des événements qu'on peut toujours célébrer, bien sûr, parce que la mémoire, il faut la cultiver. Sans la mémoire, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de présent. Je suis désolé de faire une petite réflexion à ce que vous avez dit à l'instant en disant que moi, la guerre, je n'ai rien à voir. Le passé, non, je regrette. Non, la guerre d'Algérie... Non, j'ai pas dit ça. Non, vous avez parlé de... Non, j'ai pas dit ça. Vous avez dit l'histoire. Les histoires de la guerre ne m'intéressent pas. Non, au contraire. Bien au contraire, parce que... J'ai dit que nous n'avons pas de problème dans ce sens. Mais comme je suis à la tête d'une fondation qui s'intéresse à l'histoire, et l'histoire ne m'intéresse pas, c'est pas normal. L'histoire nous avons effectivement un problème avec le passé révolutionnaire actif. Bon, bien sûr qu'il y a des acteurs vivants qui peuvent apporter leur témoignage et qui n'attendent rien en retour pour être médaillés ou avoir des postes et tout ça. Il faut enjoliver l'histoire. Non, il y a des faits. Je crois que la liste que produit Maître Ben Braham est assez éloquente. On peut l'étaler sur le 1,5 million de morts. Ça, c'est une vérité. Lorsqu'on parle en 45 de l'événement de 45, on dit qu'il y a 45 000 morts. Il y a plus. Donc il y a plus. Correspondant à ce chiffre-là, il ne faut pas le mettre en doute. Le passé de l'Algérie, malheureusement colonial, est jalonné de crimes, de sang, de misère. C'est inqualifiable. Nous ne pouvons pas le taire, nous ne pouvons pas le glorifier. Eh bien, l'événement de 45 a été le déclencheur, a été le déclic qui a donné une prise de conscience au peuple algérien qu'il n'y avait plus d'issue. C'est les armes qui doivent trancher entre nous et le système colonial. Absolument. Il y a des Français qui ont épousé la cause algérienne et qui ont activé. Moi, je vous citerai un exemple. Une jeune fille de 18 ans a participé avec nous, avec tous les risques. Elle nous conduisait, elle transportait l'argent, elle passait la nuit dehors avec nous. On se cachait dans des... Et c'est elle la seule qui était le lien, l'agent de liaison qui nous permettait de mener nos activités à leur fin. Je la citerai, elle s'appelle Mademoiselle Colette Larcher, qui habite dans Enghien-les-Bains, Saint-Gratien et Enghien-les-Bains. C'était dans cette région. Jusqu'à ma détention, elle a disparu, bien sûr, on ne sait pas. Par la suite, il y a eu contact. Colette Larcher, je la cite. Et elle a pris des risques énormes, énormes.
Elle transportait l'argent. On est passé dans les barrages à Besançon, à Argenteuil, à Saint-Gratien, à Saint-Denis. C'est elle qui nous accompagnait. Et on passait dans des barrages extrêmement difficiles, les années 57, 58. Et je vous citerai l'exemple parce qu'étant jeunes tous les deux, lorsqu'on arrivait dans le barrage, je conduisais une traction avant, ils nous disaient allez, passez les jeunes, allez les amoureux, passez, passez. Alors qu'on transportait de l'argent, les directives et autre chose. Donc il y a eu des Français qui ont pris cause avec nous. Ils nous ont aidés à fêter notre indépendance. Et on n'a jamais eu de problème en France avec les Français. Ils savaient nos activités. Ils nous toléraient, ils ne s'intéressaient pas à nous. Ils s'intéressaient au devenir de la nation française, peut-être débarrassée du problème colonial. Voilà pourquoi il faut peut-être mettre l'accent sur ce côté-là. Il y a des hommes, il faut arriver à faire en sorte que ces jeunes Français arriveront un jour à mettre la différence entre le système colonial et le peuple français. Comme les Allemands ont fait entre le système fasciste d'Hitler et l'Allemagne en tant que peuple. Et ils vivent heureux aujourd'hui. Aucun Allemand ne peut dire que Hitler a été quelque chose de bien pour eux. Il faudrait que le Français arrive à faire cette différence. Le système colonial, c'est une horreur. Oui. Bon, bien qu'ils l'ont peut-être. Alors, voilà pourquoi je voudrais dire, vous avez très bien fait en cultivant cette amitié qui doit être, parce qu'après tout, nous sommes voisins. La France et l'Algérie, il n'y a rien qui les sépare. Il y a un passé commun, douloureux, mais il faut qu'il soit meilleur. Il y a encore des relents chez les Français qui rêvent du passé colonial. Il faudrait que le peuple algérien prenne conscience de ça. Qu'il est... Pardon. Ton nom et ta qualité. Ton nom et ta qualité. C'est Khinesh. Maître Khinesh, ça. Voilà, monsieur, voilà, c'est ce que je viens à dire. Bon, qui voudrait intervenir? C'est une question qui est adressée directement à Maître Albert Smadja. Maître, le mardi 5 février 1957, les avocats de Fernand Yveton sont reçus par René Coty, Joël Nordman, Albert Smadja, Charles Lenné. Joël Nordman se rappelle également, le président René Coty m'a dit « Aidez-moi. Je reçois constamment des délégations me demandant la tête d'Yveton. » Il savait que la condamnation était sans rapport avec les faits. Le vendredi 8 février 1957, Robert Lacoste s'entretient longuement avec le président René Coty au sujet de l'affaire Yveton. Y a-t-il des hésitations? René Coty envisage-t-il une mesure de grâce? Robert Lacoste se fait le porte-parole de ceux qui veulent des têtes. Le dimanche 10 février 1957, le matin, un télégramme part de Paris. La grâce présidentielle est refusée. Dans l'après-midi, le téléphone sonne chez Albert Smadja. C'est le bâtonnier Perrin. La grâce a été refusée. Yveton sera exécuté demain matin. Préparez-vous à assister à l'exécution des deux autres... Préparez-vous à assister à l'exécution. Deux autres exécutions auront lieu en même temps. Les avocats ne sont pas à Alger. Vous êtes commis d'office pour assister ces deux condamnés à mort. Maître, j'aimerais bien savoir, lorsque vous avez reçu ce coup de téléphone du bâtonnier Perrin, c'était bien avant l'explosion des deux bombes des stades, donc El Biar et le stade municipal d'Alger, ou bien après? Je vous remercie. Je voudrais vous répondre, mais avant de répondre à votre question, je vais dire quelques mots à propos de ce que j'ai entendu tout à l'heure, de cette dame que je ne connais pas, et qui est partie, je regrette,
car je me serai adressé directement à elle. Il faut savoir que bien avant le 1er novembre 1954, il y avait en Algérie des gens qui n'étaient pas musulmans, qu'on ne considérerait pas aujourd'hui comme des Algériens, qui militaient dans des organismes, dans des organisations politiques, en vue de l'indépendance future de l'Algérie, à une époque où la guerre, où les opérations militaires n'avaient pas encore commencé. Ce n'est donc pas un fait nouveau qui est apparu uniquement après le 1er novembre 1954. Il y avait un mouvement politique, très divers d'ailleurs. Les motivations des uns et des autres étaient différentes, mais ils étaient tous animés de ce qui était essentiel, la lutte contre le régime colonial et la libération, pour certains, l'indépendance pour l'autre, de l'Algérie qui avait le droit de prendre en main sa propre destinée. Et cette dame a parlé de gens dont on parle peu aujourd'hui, des jeunes femmes qui ont été emprisonnées à Oran notamment, que je connais bien personnellement, dont 2 étaient les filles du docteur Laribert, qui fut le maire d'Oran au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, dont toute la famille a lutté pour l'indépendance de l'Algérie pendant des années, qu'il s'agisse de Paulette et d'Aline qui étaient emprisonnées à Rennes pour leurs activités en Oranie, qu'il s'agisse de leur sœur aînée qui avait épousé le secrétaire général du Parti communiste marocain qui a été assassiné au Maroc, et qu'il se soit agi du docteur Laribert lui-même, qui, arrêté par les parachutistes en 1957, n'a pas été interné au camp comme la plupart d'entre nous, tout simplement parce que c'était un héros de la guerre 39-45, qu'il avait infiniment plus de médailles que les parachutistes qui venaient l'arrêter, et qui a été tout simplement expulsé en 1957, pendant que son gendre, Robert Manaranche, lui, était emmené à Ben Aknoun avant d'être transféré au camp de Lodi. Alors, il faut savoir que les Algériens avaient pour soutien un assez grand nombre de ce qu'on appelait des Français d'Algérie ou des Européens d'Algérie, et bien entendu, je ne veux pas parler, et mon confrère y a fait référence tout à l'heure, et c'est très important, du soutien logistique qui a été apporté par des groupes, qu'il s'agisse du réseau Janson, de ce qu'on a appelé les porteurs de valises, et de tous ces anonymes. J'ai entendu pour la première fois parler de Madame Larcher, mais il y en a des centaines et des centaines d'autres qui ont aidé le mouvement national algérien de l'autre côté de la Méditerranée et jusqu'au moment de l'indépendance. Et ça, je crois qu'il fallait le dire, et c'était important. Alors, pour répondre à votre question, la décision du président de la République, M. René Coty, avait été prise bien avant l'explosion qui a fait un certain nombre de victimes au stade municipal d'Alger, si mes souvenirs sont bons, le dimanche 10 février 1957, la veille de l'exécution de Fernand Yvetot. Moi-même, je n'étais pas encore informé. Là. Il faut savoir que l'information à l'époque ne passait pas aussi vite qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'il se passe quelque chose au Venezuela ou au fond de l'Afrique, on le sait dans les minutes qui suivent. À l'époque, les communications étaient beaucoup plus difficiles, et je ne l'ai appris que tard dans l'après-midi. Le bâtonnier Perrin, lui, m'a téléphoné, il était déjà 8 heures du soir, parce que il avait... Après, mais vraisemblablement, il n'était pas mieux informé que moi, mais de toute façon, la décision n'avait pas été prise le 10 février, elle avait été prise plusieurs jours
Auparavant, même si le télégramme destiné aux fonctionnaires qui devaient matériellement procéder à l'exécution n'est arrivé que dans l'après-midi, sans doute, du 10 février, probablement même avant que ne soit connue l'explosion qui avait été réalisée au stade municipal. Il faut savoir que l'avocat est toujours prévenu à la dernière seconde, enfin à l'avant-dernière seconde, parce que dans le souci des autorités administratives d'éviter que le bruit de l'exécution se propage avant même. Alors il faut savoir qu'à l'époque à Alger, le couvre-feu était instauré, les souvenirs sont bons, à partir de 21h ou 22h, que le coup de téléphone m'est parvenu quasiment avant le couvre-feu, et que l'exécution était programmée pour le lendemain matin vers 4h, et ce sont des policiers qui sont venus me chercher à mon domicile, car l'exécution avait lieu avant la levée du couvre-feu, qui, je crois, intervenait vers 5h ou 5h30 du matin. Voilà comment les choses se sont passées, et j'apporte cette précision, je crois que je vous en ai, peut-être pas à vous, enfin j'en ai parlé à quelques-uns. Lorsque je me suis trouvé à la prison de Barberousse avec Charles Lenné dans l'attente de l'exécution, on attendait, parce que Fernand Yveton n'était pas le seul qui devait être exécuté ce jour-là, il y en avait 3. Il y avait 2 et 2 de ses compagnons pour lesquels le bâtonnier Perrin avait commis d'office la veille, parce que leurs avocats, qui sans doute étaient partis à Paris soutenir le recours en grâce, n'étaient pas encore rentrés. Donc ces 2 condamnés, ces 2 martyrs n'avaient pas d'avocat, et le bâtonnier Perrin m'a commis d'office pour assister 2 personnes que je ne connaissais pas, et dont j'ai fait la connaissance dans les minutes qui ont précédé l'exécution. On attendait, pour eux, qui étaient musulmans, un mufti qu'on avait requis pour les assister avant l'exécution. Et il était en retard. Et l'un des officiers, je crois que c'était le commissaire du gouvernement, ou l'un des officiers qui était là, m'a dit mais il est inutile d'attendre. Vous savez, les gens qui ont été assassinés hier au stade municipal, et il n'y en avait pas qu'un, ceux-là, ils n'ont pas eu l'assistance du curé, du prêtre ou du mufti. Alors ne nous ennuyez pas avec vos problèmes religieux, et puis il n'y a qu'à passer tout de suite à l'exécution. Et je lui avais dit, monsieur, vous pourriez au moins respecter les gens que vous allez tuer. Et d'ailleurs là-dessus, le mufti est arrivé, il a pu s'entretenir avec les 2 autres condamnés, pendant que l'aumônier d'ailleurs de la prison de Barberousse s'entretenait un peu, enfin très discrètement, avec Fernand Yveton, qui, je crois, n'était pas un catholique pratiquant, mais qui avait été pris en sympathie par l'aumônier de la prison, qui lui rendait visite régulièrement. Pour ceux qui sont allés en prison, vous savez combien les visites d'avocats, les visites des familles et les visites de personnes qui s'intéressent à eux, peut être importantes, les journées sont longues quand on est enfermé dans une cellule. Voilà comment les choses se sont passées ce 11 février 1957. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des conditions dans lesquelles Fernand Yveton a été inhumé. Moi, dès l'après-midi du 11 février 1957, j'ai entrepris des démarches pour que le corps soit remis à sa famille. Il y avait son père, il y avait sa femme, et malheureusement, on ne m'a pas laissé le temps de poursuivre mes démarches, puisque le surlendemain, rentrant de mon cabinet, il y avait quelques policiers qui m'attendaient et qui m'ont offert 2 années de grandes vacances pendant lesquelles j'ai pu réfléchir à bien des problèmes. Voilà ainsi. Alors, c'est son frère
qui était très jeune à l'époque, hein, qui avait, je crois, une vingtaine d'années, ou à peine plus, ou 17, oui, vous, 23 ans, qui s'est occupé, avec les membres de sa famille, d'obtenir la restitution du corps et de procéder à l'enterrement rapide. Voilà, alors, je sais que il y a beaucoup, l'émotion, les trains, il ne peut pas parler, c'est impossible de vous le dire, donc je vous le dis à sa place. Je n'ai pas été personnellement témoin de cela, puisque je n'étais déjà plus là. Mais voilà comment les choses se sont passées. Alors je crois qu'ensuite, il y a peut-être eu des modifications, je ne sais pas. Ou est-il resté à l'endroit même? Ou je ne crois pas. Hein. Je crois qu'effectivement, le corps a été transféré ailleurs. D'ailleurs, nous avons l'intention, avec mon ami Marini et Louis Yveton et sa femme, de nous rendre aujourd'hui ou demain au cimetière pour le recueillir sur sa tombe et celle de quelques autres. Et puis j'ai entendu parler de quelqu'un dont personne ne parle aujourd'hui. Il s'appelait Tuvny, il était avocat. Il était avocat au barreau d'Oran. Il avait pendant 2 ans, 3 ans défendu les militants FLN, et c'était pour lui une tâche extrêmement lourde, car il était à Alger, nous étions relativement nombreux. J'en aperçois encore un dans la salle. Et nous étions aidés par des avocats parisiens. À Oran, il était beaucoup plus isolé. Tuvny a donc été le pilier de la défense, et il a été, comme la plupart d'entre nous, interné, d'abord dans un camp d'Oranie, puis au camp de Lodi, en 1900, fin 56 ou début 57. Il a eu le malheur d'être libéré un peu plus tôt que nous. Il a été expulsé, il s'est rendu au Maroc, et c'est là qu'il a été assassiné par la mer Rouge, 1 ou 2 ans plus tard. Alors je crois qu'il faut associer à tous ces militants qui sont morts pour l'Algérie quelques-uns de ces avocats qui les ont défendus. Voilà ce que je voulais dire, et si vous avez des questions à poser, je suis bien entendu à votre disposition pour y répondre. On va donner la parole à Maître Zertal. Juste avant, Maître. Juste un témoignage. Allez. Oui. Rapprochez-vous, Maître Albert, pour parler. Oui. Allez. Juste encore un tout petit peu. Oui. Mes chers amis, je ne m'attendais pas du tout aujourd'hui à célébrer avec vous un devoir de mémoire. Laissez-moi vous dire tout le plaisir que j'ai ressenti de retrouver d'anciens compagnons de la lutte et par là même tous nos sentiments, toute notre ferveur est allée vers ces sacrifiés que nous avons assistés de bout en bout jusqu'à payer de nous-mêmes cette assistance. Par là même, je veux dire que j'ai assisté moi-même le frère Zabana à son exécution. C'est une image qui restera gravée dans ma mémoire pour l'éternité. J'ai compris ce jour-là, puisque c'était la première exécution, que la France n'avait plus rien à attendre dans ce pays. Ils ont choisi ce moyen de mettre fin à la vie des citoyens, un instrument barbare, et non pas
un simple coup de fusil, un simple coup de revolver, une simple balle, si vous voulez plus simplement. On a pensé que l'instrument de la guillotine allait donner beaucoup de réflexion aux citoyens, c'est-à-dire quand ils ont envisagé cette manière sauvage de perdre la vie, peut-être qu'ils reculeront. Mieux, c'est à ce moment-là que le peuple algérien a dit plus que jamais, à cause de cette mort sauvage, plus que jamais nous sommes déterminés. La preuve, c'est que les maquis ont vu des candidats double et triple de ce qu'ils espéraient. Et voilà que le frère Smadja a réveillé en moi, évidemment, toute cette politique d'avant 1954, d'après 54, tout le sacrifice, toute la participation de ces Français en Algérie qui ont lutté pour un idéal, qui venait de loin d'ailleurs, puisque l'Algérie, c'était un prolongement. Tant mieux de trouver parmi eux des gens qui ont accepté d'aller jusqu'au sacrifice. Et c'est pourquoi aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que pour moi, la présence de Maître Smadja est une occasion unique pour que nous évoquions peut-être ensemble, tout à l'heure, demain, après-demain, n'importe quand, notre union, j'allais dire pour l'éternité. Merci de m'avoir donné cette parole. Alors je saisis l'occasion d'avoir en face de moi deux témoins de l'histoire extrêmement importants pour le travail de recherche que je fais en Algérie, et je suppose le travail de recherche que fait mon confrère en France. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, quelle a été la position de René Coty, si vous l'avez rencontré, pour la demande en grâce. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je n'ai pas tous les noms, je ne sais pas si vous vous souvenez de tous les magistrats qui ont composé le tribunal pénal des forces armées de l'époque, et s'il était possible de savoir la composition. Combien, est-ce qu'il y avait des jurés, est-ce qu'il n'y en avait pas, est-ce que c'était des magistrats professionnels, toutes ces questions techniques qui nous manquent. Je ne sais pas si vous avez un souvenir de cette question. Merci. On écoute. Oui. On écoute et on résume comme ça. Je vais être bref. Bonjour, voilà, Yveton Fernand. Moi, j'ai connu depuis longtemps, depuis que j'étais jeune, parce que dans notre pays, il faut le dire comme en France, c'est question de mémoire. Il y a une injustice, pas par rapport à Yveton, mais par rapport à beaucoup de martyrs. On a essayé d'écrire l'histoire d'une certaine manière, donc c'est l'instrumentalisation politique de l'histoire. Heureusement que depuis 88 en Algérie maintenant, les choses avancent. Pour ce qui est Yveton, on ne le découvrait pas, on l'a lu, les gens qui ont milité dans des organisations d'autres. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on évite de dire que Yveton était militant du Parti communiste algérien et qu'il faisait partie des CDL. S'il vous plaît, on écoute. Et puis il est passé au FNN après les accords entre Sadr Hazrat Bachir Haj Ali Ben et j'ai l'impression qu'on veut donner à des martyrs d'autres identités. Tout comme il y a des condamnés à mort, on n'en parle pas parce qu'ils étaient messalistes. Je crois qu'aujourd'hui, pour ce pays, ces gens sont morts. Yveton, je pense,
s'il a fait ce qu'il a fait, c'est parce c'était un homme qui avait des convictions politiques et qui s'est battu. Son dernier mot avec ses frères sur le chemin de la guillotine était l'Algérie libre vivra. Et il a eu raison. Et en ce moment, je ne pense pas qu'il s'agissait de composition de juristes, pas juristes. La décision de liquider Yvetot était prise par l'État français. C'était une question stratégique. Utiliser le mot justice, on ne peut pas les utiliser. Je crois que Maître Smaja et les gens ont écrit, excusez-moi, des gens ont écrit, Monseigneur Duval, je voudrais aussi lui rendre hommage pour ce qu'il a fait pour Yvetot, et ce n'est pas encore connu. Il a fait intervenir le pape pour justement ça. Et la question, avant son exécution, Yvetot, on devait le tuer parce que Yvetot, il était d'origine européenne. Il fallait dire aussi aux Américains et aux Alliés, attention que la révolution en Algérie, c'est Moscou. Le prétexte, c'était le bon prétexte, c'était Yvetot. Et en même temps, en Algérie, il y avait des Européens, comme Yvetot, qui pensaient qui étaient avec le droit du peuple algérien à sa liberté et à son indépendance, et qui ont lutté à ses côtés, avec Yvetot guillotiné, c'est leur faire peur. Personne ne bougera plus. C'était en 56. Il faut voir le contexte aussi historique avec la venue de... Vous avez parlé de Lacoste, je parle de Guy Mollet, Lasfio, et jusqu'à aujourd'hui, je me souviens que les déclarations d'époque, c'était des mensonges pour dire que Yvetot, effectivement, il voulait tuer les gens. Il n'a jamais été tueur. Il faut rendre aussi un double hommage à Yvetot parce que pour le placement de sa bombe, il a rendu une première fois et puis une deuxième fois. Il s'attachait à ce que quand la bombe explose, elle ne tue personne. C'est pas quelqu'un qui tue ses collègues ou les gens qui travaillent avec lui. C'était un révolutionnaire et pas un tueur. Malheureusement, il y a une dizaine d'années, quand on parle d'Yvetot, il y a même un responsable d'Alger qui s'est permis de dire, bon, voilà, c'est un petit groupe voilà, de fidaïnes, et c'est ses copains communistes qui l'ont donné. Heureusement qu'il y a Nassima Hablal qui lui a rendu la monnaie et pas quelqu'un d'autre, qu'on ne donne pas Oui. Nassima Hablal a bien donné la leçon. La personne, elle est vivante, je ne cite pas son nom. On ne peut pas faire de la spéculation sur des gens qui ont mis la tête sous le couperet. Il n'y a pas plus nationaliste, plus patriote qu'eux. Et on ne peut pas donner quand même des leçons à des gens qui sont morts. Des fois, c'est terrible. On se retrouve dans des rencontres comme ça, hein, avec des gens. On parle de soi comme si même le martyr, on le ramène pour parler de soi. Donc, arrêtons. Aujourd'hui, moi, je vais directement au bout. Yvetot, il y a sa lettre, le laps de temps, à partir de la décision de l'injustice jusqu'à l'exécution, elle reste, je pense, dans les annales de l'histoire. En 3 mois, déjà, on liquide le procès, il est fait, etc. Avec tous les efforts, beaucoup de groupes politiques, j'ai pris par exemple Monseigneur Duval, que les ultras appelaient Mohamed Duval le Filaga. Parce que lui aussi, il n'était pas communiste, mais il avait le même ressentiment pour la question nationale et pour la liberté des Algériens comme Yvetot. Donc on se retrouvait. Et voilà, comme l'a dit Alec dans une interview, le sang de 2 nationalistes, Mkhlash et Ognouni, voilà, le jour ils se sont embrassés. Et je pense que, dommage, Anis Tener n'est pas là pour nous lire son poème, le poème qui a été fait sur place. Ils ont osé. Elle n'est pas là. L'essentiel, toute la Kasbah criée. Donc il y avait ça s'est mêlé, l'international, debout les derniers de la terre, avec Allahu Akbar, avec Tahiyya al-Jazair. Et c'est comme ça que Yvetot est mort. Et ça reste un crime d'État. Et ça reste un crime de guerre. Surtout qu'aujourd'hui, justement, en France, on reconnaît qu'en Algérie, il y a eu une guerre. Donc pour Yvetot et pour les 214 exécutés par la guillotine, sans parler
de centaines d'autres exécutés extrajudiciairement ou tout ça, ça s'appelle des crimes de guerre et c'est contre les conventions de Genève et c'est contre la morale de la guerre. Merci. Alors je dis simplement que Yvetot sa violence était révolutionnaire, c'était un grand humaniste et je vous remercie. Merci. Merci Montassar pour ces précisions. Moi, je saisis l'occasion de la présence de notre ami Zertal. On souhaiterait qu'il vous lui donner la parole. Maître. Pardon? Ah, d'accord. Allez-y, madame. Je vous en prie. Je m'excuse, j'ai fait une paralysie faciale. Je vais être très, très, très brève. Pour Yvetot, c'est un crime d'État. C'était pour l'exemple. Il en avait, la France, le gouvernement français, Cotier et compagnie, en avait marre de ces pieds noirs qui aidaient ces bicots, ces anciens, ces assassins, ces voleurs, ces multirédivisés. Donc, c'est un crime d'État. Et c'était pour exemple, pour que les Français, les pieds noirs n'aident plus, ne soient plus solidaires de ces pieds noirs, de ces bicots. Deuxièmement, l'exécution n'a pas commencé en 1956. Elle a commencé juste après, en 1945. C'est M. Boudina qui me l'a rappelé. Il y a eu une cinquantaine de condamnés à mort et qui ont été exécutés. La raison pour laquelle... s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est le 19 mai, c'est vrai. C'est la journée de l'étudiant. C'est la journée de... C'est la, disons, la crème des Algériens qui en avaient marre à ce que les médias français ne cessaient pas d'injurier, d'insulter ces maquisards assassins, cannibales. Alors, on a voulu, on a voulu être solidaire de ces brigands qui étaient seulement des moudjahidines qui luttaient pour l'indépendance, qui luttaient contre l'humiliation et continue. Je suis contente qu'aujourd'hui on commémore Yvetot à côté de la famille, son avocat. C'est extraordinaire de vous rencontrer parce qu'on n'a pas cessé de commémorer le 11 février, loin de là. En même temps que Mayo, en même temps, vous êtes des Algériens, vous êtes nos frères. Maître Moussous. Ce que vous avez sur le cœur. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحقيقة personnellement je suis le pur produit des maquis de l'intérieur. Ça ne commence pas. Je ne vais accuser personne. Laquelle il y a cette précision à faire. Si je rejoins le maquis, je m'explique. C'est grâce à l'appui d'un inspecteur de police français qui m'a fait de faux papiers et qui m'a permis de rentrer de France en Algérie directement. Donc, la solidarité de certains Français avec le combat libérateur était forte. Il existait aussi bien en France qu'en Algérie. La famille à Yvetot, je suis personnellement très honoré de le connaître aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion à chaque fois que mes activités me le permettaient de participer à l'hommage qui lui est rendu durant ces dernières années. J'ai été scandalisé par le fait que la plupart des martyrs d'origine algérienne, d'origine européenne, soient
oublié et un élément essentiel, c'est que nous voulons pratiquement transformer notre lutte de libération nationale presque en guerre sainte. Ce n'était pas une guerre sainte, c'était une guerre de libération nationale. Les communistes algériens, qu'ils soient d'origine française ou d'origine algérienne, se sont engagés aux côtés de l'armée de libération nationale et du Front de libération nationale pour libérer l'Algérie. Je m'excuse si je fais une légère digression. Le Front de libération nationale réunissait toutes les tendances politiques de l'Algérie. C'est un crime que de laisser ce nom être accaparé par un parti actuellement. Oui. Oui. D'accord sur ça. En 1900. Pardon, on voudrait rester dans le cadre de la commémoration. D'accord. On reste dans la. Mais si vous voulez, je m'excuse de la digression, mais ça veut. Fernand Yvetot était membre du Parti communiste français, du Parti communiste algérien, qui s'est engagé dans le Front de libération nationale, qui est entré dans les rangs du Front de libération nationale et de la LN. Il a rejoint. Non, le FLN est un rassemblement de toutes les idées, de toutes les idéologies. Il y avait un objectif, c'était l'indépendance de l'Algérie. Donc, logiquement, à la fin de la guerre, chacun était libre de retourner à ses origines idéologiques. Voilà. Je ne sors pas du sujet en affirmant cela. Je ne peux pas considérer Fernand Yvetot comme un shahid. Un shahid, c'est un martyr au sens religieux du terme. Non, c'est un martyr. C'est un martyr. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que l'on fasse la distinction entre le shahid éventuellement musulman, si on veut le lui donner. Je n'ai pas. Non, c'est un vocabulaire. C'est un vocabulaire. Non, ça c'est une opinion. C'est une opinion que j'exprime. Laissez-le parler. Voilà. On apprend à écouter, s'il vous plaît. On apprend à écouter. On note. Si vous avez des réflexions, c'est tout à l'heure. Laissez-le parler. Et si vous voulez. Non, je n'ai aucun problème personnel à régler, ni avec X, ni avec Y. C'est pas le lieu Ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu. Et si vous voulez, je terminerai par une chose. J'ai vu l'appel que vous avez lancé. Je souhaiterais que l'ensemble des présents ici s'associent à cet appel. C'est notre objectif. Et le lance pour que, enfin, une reconnaissance de tous les martyrs soit faite par l'Algérie. Par la ville d'Alger notamment, ou à Oran, chacun où est tombé ce martyr. Et merci. Non, très cas, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Oh, il faut qu'on soit organisé, il ne faut pas... Maintenant, non, pas de pagaille. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. D'ailleurs, on va conclure. C'est la dernière intervention. C'est la dernière intervention. Je voudrais apporter un rectificatif. Je voudrais apporter un rectificatif. C'est la dernière intervention. D'accord. Brièvement, je voudrais apporter un rectificatif. Il y a eu des groupes, des combattants de la liberté qui se sont formés. Mais ces groupes, au 1er juillet 1956, sont passés sous l'égide des groupes fidèles du FLN, avec comme responsable Guérouj, Briki, Farouja et Castel. Donc, ces groupes ont agi au nom du FLN et non pas en tant que communistes. Bon, brièvement, il est clair
que les Français, les tribunaux français faisaient passer toujours nos procès au moment de les séances de l'ONU, pour faire croire que c'était les communistes qui menaient la guerre de libération. Voilà, c'est tout ce que j'avais. S'il vous plaît, moi je pense qu'une rencontre ne peut pas épuiser un sujet. Impossible. Donc c'est bien de récolter un petit peu des informations, de récolter un peu des témoignages, et je pense que toutes les occasions sont bonnes. Moi je sens que chacun défend une idée, c'est vrai. Chacun défend une option. Seulement, ceci dit, ça veut dire que les gens ne connaissent pas très bien Yvetot. Si on avait une idée complète, on aurait aimé que tous ces efforts soient réunis autour de quelqu'un qui puisse au moins produire, commençons par produire des livres et les diffuser, faire une large diffusion à nos jeunes, à nos étudiants. D'abord, ce qui nous intéresse, c'est faire connaître ces martyrs. Avant, peut-être d'entrer dans des polémiques stériles qui ne mènent nulle part. Au sein de la Fondation, nous avons dit une chose, et on le redit, moi je répète les propos de Silbachir Birahmou, notre Fondation est comme la mosquée. Tout le monde peut rentrer à condition qu'il enlève ses souliers à l'entrée. هذه كل جامع اللي يحب يدخل الجمعية يدخل ينحي صباطه وش معناتها؟ معناتها nous acceptons toutes les tendances politiques pour peu que les gens partagent nos idées et soient avec nous pour le message que nous menons. Maintenant, c'est tout à fait normal qu'il y ait des frictions, qu'il y ait des tendances, les gens ont envie de parler. Et c'est ça le propre du Forum del Budget, c'est qu'il ouvre ses portes pour que les gens parlent de pas mal de choses sur l'histoire. Ça, c'est bien. Saisissent l'occasion pour parler d'histoire. Ça, c'est bien. Seulement, il faut qu'on apprenne à être respectueux des thématiques, tout simplement. On a beaucoup de choses à dire au sein de la Fondation, mais aujourd'hui, on parle d'Yvetot, qu'on parle d'Yvetot. Et demain, ou après-demain, on parlera d'autres choses. Barakallahu fikum. Shukran. Voilà, pour conclure, on voulait rester dans le souvenir et le recueillement. C'est une journée importante pour nous, évoquer la mémoire d'un grand martyr et de tous les grands martyrs de ce pays-là. C'est ce qu'on voulait, en dehors de toute interférence politique ou politicienne ou là. Le but était le recueillement et le souvenir, et je pense qu'on y a abouti. Merci infiniment à tous nos amis, les éminents